Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du Mimosa de Francis Ponge, publié en 1952 dans le recueil intitulé La rage de l'expression. Dans ce recueil, Ponge va faire rentrer son lecteur dans l'atelier du poète. Il va lui montrer la manière dont il crée, dont il fait poème et dont il transforme le langage en objet. Dans le Mimosa, comme son titre l'indique, Ponge va essayer de décrire au plus près l'arbre qui a marqué son enfance, qu'il va essayer de retrouver, recréer par son écriture poétique. Je passe ainsi à la lecture du texte. Ainsi, après avoir beaucoup tourné autour de cet arbuste, m'être égaré souvent, avoir plus souvent désespéré que joui, l'avoir plus dénaturé qu'obéi, en reviens-je, me trompais-je encore, à considérer la qualité caractéristique du Mimosa comme celle-ci, glorioleux, vite découragé. Mais, voulant y mettre plus de nuances, j'ajouterai encore ceci. Petit 1. Chaque branche de Mimosa est un perchoir à petits soleils tolérables, à petits enthousiasmes soudains, à joyeuses petites embolies terminales. L'art poétique de Ponge, qu'il définit dans Berge de la Loire, au tout début de son recueil, procède par rectification continuelle de l'expression. Or, c'est précisément ici ce qui va être opéré par le biais des différents ajouts que Ponge va faire à sa définition initiale, glorioleux, vite découragé. Par ailleurs, la lecture a essayé de le montrer, il y a un véritable travail sur l'euphonie du texte, sur les qualités sonores du texte lorsqu'il est lu à haute voix. En cela, on peut se poser la question suivante, en quoi cette définition du Mimosa est-elle poétique ? Pour répondre à cette question, qui mènera à mon commentaire linéaire, je diviserai mon texte en 4 parties, qui sera la définition originelle de la ligne 1 à 5, puis les ajouts successifs, le petit 1 de la ligne 6 à 14, le petit 2 de la ligne 15 à 25, et enfin le petit 3 de la ligne 26 à la fin. Je commence ainsi le commentaire. Le complément circonstanciel de temps, après avoir beaucoup tourné autour de cet arbuste, permet de voir que nous sommes déjà bien avancés dans le poème et que, à cet instant, Ponge n'est pas encore satisfait du résultat. Ce complément circonstanciel de temps nous rappelle par ailleurs l'art poétique de Ponge, qui était défini dès Berge de la Loire. Il s'agit de tourner autour de l'arbuste, finalement tourner autour de l'objet pour pouvoir s'y replonger. Pour l'instant, il en est encore à tourner autour, et c'est peut-être aussi parce qu'il n'en est qu'à tourner autour qu'il n'a pas encore réussi à s'y immerger, et du coup qu'il s'est égaré. Cette perte, qui est aussi bien spatiale, puisqu'il ressémantise le sens propre tourner autour de cet arbuste, mais aussi c'est une perte dans l'écriture, puisqu'il n'a pas encore réussi à toucher sa cible, il n'a pas encore réussi à trouver une définition satisfaisante du Mimosa. Cette déception va être visible dans les comparatifs de supériorité utilisés en parallélisme qui vont insister sur des éléments négatifs au détriment des éléments positifs, désespéré et dénaturé par rapport à joui et obéi. Malgré le parallélisme, simplement, on peut bien voir qu'il s'agit pour Ponge de progresser dans l'écriture, puisque la première partie du parallélisme est située du point de vue du poète, alors que la deuxième partie est située du point de vue de l'objet. Il s'agit donc de revenir aussi bien sur ses pas que sur son écriture. On nous montre toujours ce jeu entre le sens propre et le sens figuré de la notion d'égarement, et on peut voir aussi à travers ce jeu sur l'inversion sujet-verbe et une forme relativement rare du présent de l'indicatif, me trompais-je, d'une part les jeux phoniques, avec cette espèce de rime interne, mais aussi les jeux lexicaux avec des formes rares. Ce processus de rectification continuelle de l'expression va être modélisé aussi par l'ajout des parenthèses ainsi que la question qui pourrait avoir valeur rhétorique. On est toujours dans ce retour, et donc un retour à la qualité caractéristique du Mimosa. On est toujours dans la théorie pongienne de l'écriture. Il s'agit par l'écriture de revenir sans cesse à l'objet et à ce qui le caractérise. Et il est intéressant de noter que cette définition va être notée entre guillemets, donnant ainsi une valeur quasiment métalinguistique, dans le sens où la définition va modéliser d'une part le rapport à l'objet, mais aussi l'objet lui-même, glorioleux, vite découragé.
De la même manière que les fleurs du mimosa sont de petites gloires qui fanent vite, eh bien le poète, en quête d'une gloire illusoire, ne peut qu'être découragé, ce qui était déjà montré par l'adjectif verbal désespéré. Ainsi, cette définition originelle, qui tient en peu de mots, est-elle déjà à reconsidérer du point de vue de l'écriture pongienne, à savoir comme une adéquation du langage et de l'objet. La partie se clôt sur un ajout à valeur de nuance qui correspond toujours à cette rectification continuelle de l'expression chère à Francis Ponge. Je passe ainsi à la deuxième partie. La présence du petit 1 va placer cet ajout immédiatement dans une fonction métalinguistique. Il s'agit ici de faire une définition comme on pourrait trouver dans le dictionnaire. Simplement, cette définition va être poétique dans son écriture même, notamment par le recours à la métaphore. Chaque branche de mimosa est un perchoir à petit soleil tolérable. D'une part, nous avons la métaphore qui va être construite par le biais de cet attribut du sujet, mais aussi nous avons cette image des petits soleils tolérables qui correspond métaphoriquement à la description des fleurs. On est toujours dans cette rectification, puisque les petits soleils tolérables vont être reformulés sous la forme des enthousiasmes soudains, puis ensuite aux joyeuses petites embolies terminales. Donc on a une double rectification, et il faut bien noter que ces rectifications ont à voir avec un travail du signifiant qui est insuffisant pour signifier le référent. En termes d'écriture, on peut noter d'une part la répétition à petit soleil, à petits enthousiasmes. On peut noter aussi une assonance en i, petit soleil, petits enthousiasmes, joyeux, petites embolies terminales, qui va créer véritablement un rythme dans la définition, une euphonie que l'on peut redoubler de l'allitération en S. Petit soleil, petits enthousiasmes soudains, joyeuses petites embolies. Donc cette phrase, censée être définitoire, est finalement assimilable à un vers poétique. À cela, nous pouvons par ailleurs rajouter le sens d'enthousiasme qui le rattache de fait à la poésie, puisque l'enthousiasme est effectivement l'inspiration divine du poète. Simplement, ce travail sur le signifiant est insuffisant, comme le montre l'usage de la parenthèse et le recours au type de phrase exclamatif. Il s'agit toujours d'approcher de la caractéristique, le mot revient, des choses, mais cette approche est toujours difficile. À travers la notion d'approche, on est toujours dans ce champ lexical de la marche, le fait qu'il se soit perdu et qu'il lui soit difficile de retrouver son chemin. La notion de jouissance, qui était convoquée dès la ligne 2, va être réinterprétée ici à la ligne 8. Il est réjouissant de voir un être en développement. Simplement, entre cette ligne 2 et cette ligne 8, on est passé d'une joie de l'expression à une joie de l'expérience. Et il s'agit ainsi de montrer dans cette répétition finalement le processus d'écriture inverse. Il s'agit de retransformer, recréer poétiquement l'expérience de l'objet dans la poésie. L'objet ou la chose, d'ailleurs, va devenir ici un être et va acquérir, comme par un effet de personnification, un statut vivant. Le travail sur le signifiant va se poursuivre, notamment par la resémantisation, quasiment à valeur de défigement, que l'on va voir dans le mot en italique succès. Puisqu'étymologiquement, le succès signifie l'avancée, l'issue heureuse, c'est le mot qui a donné succéder. Et cette avancée, eh bien, c'est exactement ce qui est décrit, c'est-à-dire le bout de la branche, bout que l'on retrouve dans le verbe aboutir et dans le nom commun extrémité. La dimension poétique va s'illustrer là encore par le recours à la comparaison entre la fleur de mimosa d'une part et le feu d'artifice d'autre part, qui vont tous les deux réutiliser les mêmes champs lexicaux. À l'extrémité de l'arbre est comparée la terminaison de la fumée, à l'éclatant succès va être comparé l'éclatement de soleil. On retrouve par ailleurs ce même terme qui serait commun, soleil, puisque les fleurs étaient métaphoriquement de petits soleils tolérables juste avant, et le soleil est effectivement du feu, un feu d'artifice. Le comparatif de supériorité qui était présent à la ligne 2 va être repris ici, mais alors qu'à la ligne 2, il insistait sur un échec, eh bien ici, on va insister sur un objet, ce qui va insister sur la progression dans la définition et la progression vers l'objectif. Cela est plus vrai du mimosa que des autres plantes ou arbustes à fleurs. Ce comparatif de supériorité n'est pas gratuit,
comme va le montrer la justification par le biais de la proposition subordonnée conjonctive à valeur circonstancielle de cause, parce que. Et cette justification s'appuie précisément sur le fait qui avait fait le succès, à savoir la remotivation lexicale et étymologique, puisque l'éclosion, c'est étymologiquement ce qui repousse ou ce qui fait sortir, ce que l'on va retrouver dans l'idée de déploiement. Et cette remotivation, ce retour au sens propre, finalement, va être explicité par le passage de la métaphore, un perchoir à petit soleil, un éclatement de soleil, à un complément circonstanciel de lieu, un déploiement d'étamine au soleil. On a donc effectivement ce passage de la métaphore au complément circonstanciel de lieu qui va venir expliciter le travail de remotivation lexicale à l'œuvre dans la poésie de Ponge et dans sa définition du mimosa. Je passe ainsi à ma troisième partie, qui est l'ajout numéro 2. On passe d'une métaphore par attribut du sujet à une métaphore in presentia, puisque les papilles turgescentes font référence à ce qui précédait immédiatement, à savoir le développement d'étamine. Le choix des mots est intéressant, puisque là encore, ce sont des mots assez rares et qui vont devoir être redéfinis immédiatement après. On est toujours dans cette redéfinition qui va passer par un parallélisme, par le biais de l'anaphore. Toutes ces papilles turgescentes, on retrouve à travers cette rectification le mot gloire, qui rappelle le mot glorioleux, qui faisait partie de la définition originelle à la ligne 4. L'énumération d'adjectifs va jouer sur les deux tableaux, d'une part sur la métaphore du soleil qui était présente dans la partie précédente avec l'adjectif éteinte, mais aussi avec la personnification progressive du mimosa, puisque l'adjectif morte rappelle aussi que le mimosa n'est pas seulement une chose, mais un être, tel qu'on le voyait à la ligne 8. L'idée de découragement ou de désespoir rappelle quant à lui l'adjectif désespérant à la ligne 2 qui pour le coup correspondait au poète. À travers ce petit paragraphe se dessine progressivement l'identité de la chose et de l'expression. Ce n'est pas seulement le rameau qui est en train de faner, mais c'est aussi l'expression poétique de ce rameau qui est décourageant. L'idée de rectification continuelle de l'expression va s'expliciter ici, disons mieux, on dirait que, l'on dit que, et évidemment le terme expression à la ligne 20. Ici, il va s'agir de filer cette identité de la chose et de l'expression. On retrouve le nom gloire, qui faisait référence aux petites gloires et à la gloriole, caractéristique du mimosa. On retrouve l'idée de désespoir, qui était présente à la ligne 17. On est toujours dans cette idée de rectification par reformulation. On passe du désespoir au signe de désespoir. On est toujours dans des phénomènes de reformulation progressive qui ont pour but de toucher au plus près l'essence du mimosa. Ce paragraphe va être synthétisé par sa dernière phrase. On dirait que l'expression des feuilles dément celle des fleurs et réciproquement, et par le recours au nom d'expression, qui est syleptique, va se métaphoriser finalement le rapport de la poésie elle-même, comme en quelque sorte une mise en scène de l'écriture. De la même manière que l'expression des feuilles dément celle des fleurs, eh bien l'expression du feuillet poétique dément celle de la fleur effective, puisque par sileps, la feuille est celle qui pousse sur l'arbre ou celle sur laquelle on écrit. Ainsi peut s'expliquer l'idée de réciproque qui clôt le paragraphe en étant détaché du reste par le tiret. Ce détachement, c'est précisément ce qu'il faut avoir dans l'écriture pour pouvoir lire les mots effectivement. La partie se clôt sur une longue réflexion d'ordre métalinguistique. On s'interroge sur un on-dit et sur les plumes dont on parle. Cette interrogation va opérer par une longue énumération qui a pour but de préciser par ajouts successifs l'élément dont on parle. Et il est intéressant de voir que ces ajouts sont de plus en plus longs, d'une part, comme le montre la progression des répétitions anaphoriques, à celles des autruches, à celles qui servent pour les chasse-mouches orientaux, à celles qui ont des retombées qui semblent incapables de se soutenir, à plus forte raison de soutenir en l'air leur oiseau. Donc on a une progression quantitative, mais aussi une progression dans la complexité de la formulation, puisqu'on passe simplement d'un groupe nominal prépositionnel à une proposition subordonnée relative, à une double proposition subordonnée relative, dont la deuxième est elle-même redoublée par un double complément de l'adjectif. Donc on a une progression quantitative et dans la complexité de ces reformulations. Et il est intéressant de noter que la dernière partie de la phrase, soutenir en l'air leur oiseau,
repose sur une inversion entre le possédant et le possédé. Normalement, c'est l'oiseau qui possède des plumes, et dans cette formulation, on aurait l'impression que c'est les plumes qui possèdent l'oiseau. Donc en fait, ce jeu d'inversion va aussi jouer un rôle de mise en abîme, puisque le possesseur n'est pas celui que l'on croit. On est toujours dans des on-dit, dans des jugements a priori. Ce jugement a priori, c'est que le poète est le possesseur de son objet, alors qu'en fait, il est possédé par lui. Je passe ainsi à la dernière partie de mon texte, l'ajout numéro 3, qui va cette fois-ci jouer sur une métaphore in absentia. Donc on a une vraie progression dans l'usage de la métaphore, et cette fois-ci, on va assister à de multiples hypalages qui vont chambouler un petit peu les caractéristiques non seulement de perception, mais des objets percevants et perçus. Puisqu'en effet, le violent parfum dont on parle est caractérisé comme un oracle les yeux exorbités, donc on aurait déjà un mélange des perceptions à ce niveau-là. Ce violent parfum qui est à la fois animal et végétal, donc on aurait là aussi un mélange des êtres. Et par quoi il semble que la fleur s'extravase. Là encore, il faut percevoir l'étymologie du terme, puisque le verbe extravaser concerne des liquides qui sortiraient de leur canal. Le liquide présent dans ce paragraphe, en l'occurrence, est le parfum. Or ici, le parfum est la fleur, et la fleur est le parfum. Et puisque le parfum porte loin, c'est la fleur elle-même qui s'extravase. Donc on aurait un mélange du liquide et du solide. Simplement, le verbe extravaser, puisqu'il désigne un liquide qui sort de son canal, pourrait aussi faire référence au sang, le parfum devenant ainsi le sang de la fleur, et à mesure que le parfum s'étiole, la fleur mourrait. On est toujours dans ce champ lexical de la vie, de la mort, cette mort métaphorique étant manifestée par l'au revoir final, redoublé par l'astérix qui signale le changement d'état, le passage d'une saison à l'autre, du printemps à l'été, qui signifie la mort du mimosa. On a donc finalement ici une métaphore qui va jouer sur des resémantisations, sur des hypalages, qui va complexifier encore la réception de cette définition. En quoi cette définition du mimosa est-elle poétique ? Tout d'abord, nous avons vu qu'il s'agissait dans ce texte d'une tentative d'approcher les caractéristiques de l'objet par le langage. Et en ce sens, on est bien dans un processus définitoire de type encyclopédique, en tout cas formellement, puisque nous avons 3 sens possibles ou 3 définitions possibles notées par le petit 1, le petit 2, le petit 3. Ici, finalement, c'est l'objet qui devient langage, et Ponge rajouterait et réciproquement. Le langage aussi devient objet. Puisqu'en réalité, ce que l'on a, c'est effectivement une définition du mimosa, mais c'est aussi une identification de la chose et de l'expression. Non seulement c'est une définition du mimosa, mais c'est le mimosa lui-même, et en ce sens, cela correspondrait bien à l'art poétique de Ponge tel qu'il l'exprime des Berges de la Loire. Deuxièmement, nous avons vu que cette écriture définitoire était une écriture poétique, comme le montre le fourmillement stylistique, qui va souligner un soin particulier apporté à l'expression. Par ailleurs, à travers cette étude stylistique, nous avons vu qu'il y avait une progression générale qu'on peut voir notamment dans la figure de la métaphore, puisque on commence par quelque chose d'assez explicite, voire par une comparaison, et on va terminer par quelque chose de beaucoup plus implicite. Et finalement, cette progression, elle va mimer aussi une progression vers un hermétisme de plus en plus grand, qui rappelle la dimension ésotérique de cette définition qui fonctionne un peu comme une convocation. Toujours, chez Ponge, écrire, c'est faire exister l'objet que l'on écrit. Par ailleurs, ce travail poétique de l'écriture va se doubler de réflexions métalinguistiques qui sont elles aussi caractéristiques de la poématique pongienne. En définitive, ultimement, cette définition du mimosa est poétique. Et elle est poétique en ce qu'elle crée, ou plutôt recrée dans le langage, le mimosa lui-même par le travail de mise en abîme de son expression. Finalement, par la poésie, ce n'est pas seulement une définition du mimosa, mais c'est le mimosa lui-même qui nous est donné à voir. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des expansions du nom dans la phrase lignes 23 à 25. Les expansions du nom sont des éléments syntaxiques qui vont apporter des informations supplémentaires par rapport à des noms qu'ils vont compléter. Nous en avons 3 types. Les compléments du nom, qui sont des noms complétant d'autres noms par l'intermédiaire de prépositions. Les propositions subordonnées relatives, qui complètent des noms par l'intermédiaire d'un pronom relatif qui les représente. Et enfin, les adjectifs, qui vont compléter les noms de manière
directe ou indirecte, ce qui déterminera leur fonction. La problématique principale qui va être la nôtre dans cet extrait-là, c'est que les expansions du nom vont compléter aussi des pronoms en ce que les pronoms remplacent eux-mêmes des noms. Et c'est à cela qu'il faudra être attentif. En l'occurrence, si je commence par le complément du nom, nous en avons un seul ici. Il s'agit du groupe nominal prépositionnel des autruches qui va compléter le pronom celle qui représente dans la phrase le nom plume présent dans la phrase précédente. Donc ce sont les plumes des autruches, donc seulement à celle des autruches complète celle, par l'intermédiaire du de contracté en D de les. Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, nous en avons 3 ici, et elles aussi vont compléter des pronoms, là encore le pronom celle qui reprend le nom plume. La première est qui servent pour les chasse-mouches orientaux, la deuxième est qui ont des retombées, et la troisième qui semblent incapables de se soutenir. Ces 3 propositions sont introduites par le pronom relatif qui reprend le pronom celle. Enfin, pour ce qui est des adjectifs, nous en avons 3, et ils sont tous les 3 qualificatifs. Nous en avons 2 qui sont épithètes liés, en l'occurrence c'est orientaux qui complète chasse-mouche en étant postposé, et forte qui complète raison en étant antéposé, et on peut noter par ailleurs qu'il est à la forme superlatif absolu, puisqu'il est lui-même modalisé par un adverbe, en l'occurrence plus. Le troisième cas est un peu plus compliqué, puisqu'il s'agit de l'adjectif incapable. Incapable complète le pronom qui, en étant relié à lui par un verbe d'état, en l'occurrence sembler. Il faut donc définir la fonction de qui, en l'occurrence qui occupe la fonction sujet, puisque qui est le pronom qui reprend le pronom celle, et celle reprend les plumes, donc on pourrait remplacer qui par les plumes semblent incapables de se soutenir. Donc ici, puisque qui est sujet, incapable occupera donc la fonction attribut du sujet, puisqu'il lui est relié par ce fameux verbe d'état sembler.